Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Comment différencier l'attirance et l'amour pour quelqu'un? Passons dès à présent aux réponses. D'après Guy Cloudberger, la réponse à cette question est la suivante. Amour ou attirance se vivent sur des plans différents. Le premier se ressent à travers un sentiment de magie amoureuse, alors que la seconde reste au niveau des sens ordinaires. Le premier inspire les poètes, la seconde le dragueur ou le pornographe. Le premier transforme notre vision du monde, la seconde nous excite sexuellement. Le sentiment de magie amoureuse n'est pas forcément une illusion, comme voudraient nous le faire croire les théories biologiques, pas plus que la conscience n'est un épiphénomène. Les rois mages étaient des magiciens, en ce sens qu'ils possédaient des facultés extrasensorielles, celles qui les auraient attirés à Bethléem par la vision d'une étoile. Si l'on jette un œil aux écrits de Platon, Lien le banquet, le Phèdre, on constate que le rapport entre Eros et développement des facultés extrasensorielles était connu dans l'Antiquité, au moins de certains philosophes. Les recherches en sciences noétiques démontrent aujourd'hui que ces facultés sont une réalité vérifiable, Lien ISSN. La voie semble donc ouverte pour postuler que l'instinct amoureux, sur ce plan plus subtil, est pour finalité le développement métapsychique de l'individu. Or le métapsychique est ce qui transcende le plan biologique et psychologique ordinaire, notamment en rapport avec ce qui se passe après la mort. Ainsi se dessine un rapport entre l'amour et la vie spirituelle. L'adage « Dieu est amour » reposerait donc sur une réalité plus substantielle qu'il n'y paraît. L'attirance, dans son acception courante, désigne un sentiment plus terre à terre. Elle évoque quelque chose de plus physique et sexuel. La plupart des mâles animaux sont attirés par les femelles, et l'on retrouve ces instincts biologiques chez l'être humain. Les scientifiques eux-mêmes ramènent l'attirance à des décharges d'hormones. Et tout paraît logique et sans problème. Seulement voilà, la sexualité vécue sur le plan de l'attirance biologique ne satisfait pas en profondeur. Elle laisse un sentiment de vide. Le fameux post-coitum omnanimal triste est, aujourd'hui repris par la psychiatrie sous le couvert de dysphorie post-coïtale. La conclusion logique serait donc que l'être humain n'est pas fait pour vivre la sexualité sur ce plan de l'attirance, du moins pas seulement sur ce plan. Plus loin encore, ce raisonnement laisse penser que c'est parce que l'éros des anciens a été perdu en route, que la dimension métapsychique de l'existence ne peut plus être atteinte par la voie naturelle. Or, c'est elle qui fait ressentir la réalité comme quelque chose de magique, de transcendant, de transfiguré. On dit bien que les amoureux ne voient plus le monde avec les mêmes yeux. D'après Hervé Tillat, la réponse à cette question est la suivante. C'est une chose que l'on ne commande pas malheureusement. L'amour est l'une des choses les plus aléatoires et irrationnelles qui soient. Pour moi, la première chose à faire est de vous montrer à l'autre dans votre apparence la plus naturelle, sans chercher à appâter, duper ou vous coincer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Une fois que vous êtes naturel, le tour est encore loin d'être joué. Il faut encore que votre expression naturelle soit de celle qui attire l'attention de la personne qui vous intéresse. Et c'est là tout le nœud du problème. Vous pouvez être belle, enjouée et pétrie de nombreuses qualités mais ne susciter aucun intérêt particulier chez la personne que vous aimez. En fait, je crois qu'il y a un déclic nécessaire pour qu'une personne s'intéresse à vous et fasse le pas. Il y a, bien sûr, des personnes qui appliquent bien le dicton, le meilleur est souvent l'ennemi du bien, et ne se feront pas prier pour venir vers vous. Ces personnes se focaliseront sur vos qualités sans attendre forcément un quelconque signe de la nature pour se décider. Mais les choses ne fonctionnent pas toujours ainsi. Ce déclic, cette sorte de petit signe que l'on ressent et qui nous dit que cette personne est la bonne, quelque chose de très subjectif il faut le dire, joue beaucoup dans les relations. Il est aussi important pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, presque toutes, connaissons cet homme gentil, aimant et plein de qualités. Il tente, ou a tenté, désespérément d'attirer notre attention mais nous ne lui donnons pas de suite favorable. Nous n'avons rien à lui reprocher, mais nous ne ressentons pas de déclic avec lui. C'est quelque chose que nous ne nous expliquons pas toujours mais qui joue beaucoup dans nos choix. En clair, continuez d'être vous-même. Ne corrompez pas votre personnalité, vos valeurs et vos principes pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez vous y essayer, d'ailleurs si vous êtes doué vous tiendrez un bon moment. Mais le naturel reviendra vite à la charge et à long terme, le malaise se fera sentir dans la relation. D'après Julien Jérémy, la réponse à cette question est la suivante. Passer du manque au mariage. Pendant les 3 ans qui ont précédé notre vie commune, je n'étais pas sûr à 100% que notre relation allait tenir le coup. J'avais de l'amour pour elle, mais j'avais aussi beaucoup de doutes. Nous avions déjà été en couple et cela s'est terminé par une rupture. Et c'est justement parce que les ruptures sont douloureuses que nous avons des doutes qui nous freinent et nous empêchent d'avancer dans nos relations. Je savais que j'étais amoureux, et j'étais convaincu qu'elle m'aimait aussi. J'ai détaillé cette partie de l'histoire dans la réponse suivante. Réponse de Julien Jérémy à « Comment reconnaître les signes de l'amour naissant dans le comportement de l'autre ?» Je ne voulais plus fuir la relation, je ne voulais plus fuir le risque d'une rupture. Comme cette situation de doute ne pouvait plus durer, alors j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai parcouru 600 mètres pour la rejoindre et lui parler en face à face. Je voulais que nous nous donnions une vraie chance, pour construire un couple qui dure. La prise de risque a payé. 5 ans plus tard,
Nous faisions face à l'une des épreuves les plus difficiles mais aussi l'une des plus heureuses de notre couple, organiser notre mariage, en pleine crise sanitaire. Graphique en hausse, graphique en hausse, graphique en hausse, la gestion du risque du rejet en amour. Nous sommes des êtres sociaux, et ce que nous voulons pour la plupart d'entre nous, c'est nous sentir aimés et acceptés comme nous sommes. Personne n'aime vraiment se sentir rejeté, et c'est pire quand on est amoureux. Comment faire pour éviter le rejet alors? En matière de gestion des risques, on peut évaluer le danger selon leur probabilité d'apparition, et leur gravité. En voulant faire sa déclaration d'amour, sans être sûr des sentiments de l'autre, les risques de rejet pourraient être, très risqués, de me faire rejeter par ma patronne, mariée heureuse avec 3 enfants, qui est aussi une amie de mes parents. Les chances qu'elle me rejette sont élevées et le danger de la déclaration est grand pour moi comme pour elle. Pas risqué, de me faire rejeter par une amie d'enfance, célibataire que je connais depuis 10 ans, et avec qui je passe la plupart de mes week-ends parce que nous avons une passion commune. Même si elle ne partage pas mon amour, son rejet ne sera pas violent, en plus il est fort probable que nos sentiments soient réciproques. Entre les deux, il y a un océan de situations plus ou moins risquées qui vont attendre de nous que nous soyons courageux. Nous aurons peut-être affaire à du rejet, à des ruptures, à des déceptions, mais dans tous les cas, l'extase d'un amour partagé au quotidien et la sécurité d'être compris et rassuré lors des moments difficiles valent le coup du risque. Cœur étincelant, cœur étincelant, cœur étincelant. 6 conseils pour aimer sans savoir si c'est réciproque. Assumez votre amour intérieurement. Vous avez le droit d'aimer, et vous avez le droit d'être heureux de votre amour, peu importe ce que l'autre ressent à votre égard. 2. Soyez fiers de porter cet amour dans votre cœur. L'amour est un sentiment noble et trop souvent, nous avons tendance à tirer trop de fierté à être en colère, et penser que l'amour c'est pour les faibles. C'est faux. 3. Ayant confiance en vous, parce que vous ressentez quelque chose de beau, peu importe ce qu'en pensent les autres. Profitez intérieurement de vos émotions à chaque fois qu'ils se présentent. Assumez extérieurement votre amour. 4. Pas besoin d'aller le crier sur tous les toits, mais si votre amour vous mène à être gentil et aimable, alors où est le souci? 5. Ne soyez pas dépendant de l'amour de l'autre, ne faites pas des choses par désespoir pour obtenir son amour en échange. Mais vous pouvez laisser parler votre amour si cela permet de partager de bonnes émotions ensemble. 6. Ayez confiance dans la capacité de l'autre à apprécier une marque d'amour sincère et non désespérée. Et si dans le pire des cas, il n'apprécie pas le geste, rappelez-vous que vous le faites avant tout pour vous faire plaisir à vous-même aussi. Ne gâchez pas votre propre plaisir si l'autre refuse de le partager. Livre si vous êtes amoureux, en couple, mais que vous doutez de l'amour de votre partenaire, je vous invite aussi à lire ce livre guide que j'écris. Il vous aidera à y voir plus clair dans votre amour à vous, l'amour de votre partenaire, et ce qui vous empêche peut-être de profiter pleinement de cet amour. 9 fausses vérités qui bloquent les couples dans les disputes. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.